J'ai dit non au babysitting des enfants de mon frère. Alors il les a déposés dans un taxi jusqu'à mon adresse quand même, sauf que le chauffeur s'est trompé. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qu'il a détruit. Salut Reddit. Mon frère a tenté de me forcer à faire du babysitting en expédiant ses enfants à mon appartement par taxi après que j'ai explicitement dit non. Le chauffeur les a livrés à la mauvaise adresse. 3 jours plus tard, lorsque Tyler a finalement pris de leurs nouvelles, tout a implosé. Ce qui a suivi fut la destruction familiale la plus complète à laquelle j'ai jamais assisté. Accrochez-vous. Je suis Nathalie, 32 ans, et j'ai appris quelque chose de crucial à 32 ans. Certaines personnes croient sincèrement que les liens du sang équivalent à un accès illimité à votre temps, votre énergie et votre santé mentale. Mon frère Tyler, 35 ans, était l'archétype de cette illusion. Pour le contexte, je travaille comme rédactrice technique indépendante, spécialisée dans la documentation logicielle et les manuels d'utilisation. Le salaire est solide, j'ai gagné un salaire à 6 chiffres l'année dernière, plus de 100 000 €, et les horaires sont flexibles. Je ne réponds à personne, à part aux délais et aux clients qui respectent réellement les limites professionnelles. J'ai bâti cette carrière à partir de zéro après 6 ans d'enfer dans le monde de l'entreprise, et je protège mon temps comme s'il était fait de platine. Ma semaine type implique des réunions clients, des projets de documentation, des visites occasionnelles sur site pour comprendre un logiciel avant d'écrire à son sujet. C'est un travail exigeant qui nécessite concentration et zéro interruption. Je ne peux pas rédiger une documentation technique cohérente tout en surveillant des bambins en train de détruire mon appartement. Tyler, quant à lui, travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise de distribution pharmaceutique, gagne un argent décent, probablement autour de 85 000 € avec les primes, a 2 enfants avec sa femme, Vanessa, et s'est en quelque sorte convaincu que ces défis de vie deviennent automatiquement l'urgence de tout le monde. Plus précisément, mon urgence, toujours la mienne, jamais celle de quelqu'un d'autre. Tyler avait cette vision du monde selon laquelle ses problèmes étaient plus importants parce qu'il avait des enfants. Les célibataires, en particulier les femmes célibataires, flottaient dans la vie avec un temps libre infini et zéro véritable responsabilité. Dans son esprit, je passais mon temps à manger des bonbons entre 2 projets, attendant désespérément des opportunités de me sentir utile en servant sa famille. Les demandes de babysitting ont commencé innocemment il y a environ 4 ans, juste après la naissance d'Owen. Hey, Nat, tu peux garder les enfants quelques heures. Vanessa a un contrôle postpartum et j'ai cette réunion critique. C'était juste. Je suis la tante. Ce sont des enfants adorables. Quelques heures ne vont pas me tuer. La famille s'entraide, non? Mais les demandes ont cette fâcheuse habitude de s'étendre comme de la moisissure dans un sous-sol humide. Quelques heures sont devenues des journées entières. Des journées entières sont devenues des week-ends. Des week-ends sont devenus des urgences. Cela se produisait mystérieusement toutes les 2 semaines avec un timing suspectement commode. Le point de bascule s'est déplacé si progressivement que je n'ai pas remarqué avant de faire essentiellement un deuxième travail non rémunéré. J'ai commencé à documenter les schémas vers la 2e année. Tyler envoyait un SMS demandant de l'aide le vendredi après-midi, toujours après que j'ai mentionné des plans de week-end lors de dîners de famille. Vanessa appelait pendant mes heures de travail déclarées, demandant si je pouvais juste passer pour garder les enfants pendant des délais de projets cruciaux. Il se présentait sans prévenir avec des sacs emballés et des lits de voyage comme si j'avais déjà accepté une garde de plusieurs jours. La manipulation était sophistiquée. Il présentait les demandes comme des besoins désespérés de dernière minute, mais je découvrais plus tard qu'elles étaient planifiées des semaines à l'avance. Tyler mentionnait des voyages d'affaires surprises qui se révélaient être des week-ends de golf avec des clients. Les rendez-vous d'urgence de Vanessa étaient des journées au spa avec des amis. Aucun des deux ne prenait la peine de mentir de manière convaincante car il supposait que je ne remettrais pas en question la famille. Mon ami Jordan, qui travaillait dans le même complexe médical que les prétendus rendez-vous de Vanessa, a finalement confirmé ce que je soupçonnais. La moitié de ces visites médicales d'urgence étaient en fait des réservations pour des massages en couple et des dégustations de vin. Il m'utilisait comme garde d'enfants gratuite tout en prétendant que c'était une nécessité médicale. Le sentiment de droit a atteint le sommet de l'absurdité il y a environ 6 mois. Dîner de Thanksgiving chez mes parents. Toute la famille réunie autour de la table. J'ai mentionné être débordé par un projet majeur pour un client automobile allemand. Délai de 6 semaines, manuel technique pour leur nouveau logiciel de diagnostic. Un énorme contrat qui pourrait mener à plus de travail. Tyler a à peine levé les yeux de son assiette. C'est cool.
Et Vanessa et moi pensions faire une croisière anniversaire en janvier. 2 semaines dans les Caraïbes. Tu pourrais garder Lily et Owen, n'est-ce pas? L'école est ouverte, donc tu n'as qu'à faire les dépôts et les ramassages. Il ne demandait pas, il annonçait comme s'il avait déjà réservé. Non, ai-je dit simplement. Tout le monde est devenu silencieux. On aurait dit que j'avais annoncé que je rejoignais une secte, à en juger par leur réaction. Comment ça, non, a demandé maman. Ce ton particulier qu'elle utilise lorsque quelqu'un enfreint les règles familiales non écrites. Je veux dire que je ne suis pas disponible. Je vais terminer ce projet automobile et commencer un autre contrat immédiatement après. Tyler a ri comme si j'avais raconté une blague. Allez, Nat. Tu travailles à la maison. Tu peux écrire et surveiller les enfants en même temps. C'est ce que les gens qui n'ont jamais fait de travail créatif ou technique concentré croient sincèrement, que vous pouvez simultanément produire une documentation complexe nécessitant recherche, précision et concentration tout en empêchant de jeunes enfants de toucher aux prises électriques et de nettoyer des flaques de jus. Non, je ne peux pas, ai-je répondu. Et je ne suis pas disponible. Vanessa est intervenue alors, la voix douce avec une fermeté sous-jacente. Nous avons vraiment besoin de ce voyage. Notre conseiller conjugal nous a suggéré de nous reconnecter en tant que couple. Ne veux-tu pas que nous restions ensemble pour les enfants? Utiliser la stabilité de leur mariage comme levier émotionnel. Une stratégie audacieuse. Vous avez 2 mois pour trouver une garde d'enfants, ai-je dit. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Le dîner est devenu gênant après cela. Papa a essayé de changer de sujet. Maman m'a lancé des regards déçus. Tyler et Vanessa chuchotaient entre eux, me jetant des regards. Ils s'attendaient à un accord facile et étaient visiblement décontenancés par une résistance réelle. La campagne de culpabilisation a commencé le lendemain. SMS de maman, ton frère a vraiment besoin de ça. Ne peux-tu pas être flexible juste cette fois? SMS de papa, la famille se sacrifie les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons. SMS de Tyler, sérieusement, tu vas laisser mon mariage s'effondrer parce que tu ne peux pas prendre 2 semaines de congé? Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'est là qu'ils sont passés en mode manipulation totale. Vanessa a appelé en pleurant sur la façon dont leur relation s'effondrait, comment ils avaient déjà réservé la croisière en se basant sur mon accord implicite de babysitting précédent, et comment j'étais cruel et égoïste. Tyler a envoyé de longs paragraphes sur l'obligation familiale, sur la façon dont certaines personnes privilégient leurs proches tandis que d'autres ne se soucient que de l'argent et du travail. Le fait est que j'avais entendu des variations de ce scénario des dizaines de fois. Le manuel de manipulation émotionnelle commençait à être usé. Pleurer sur les problèmes conjugaux. Laisser entendre que je suis égoïste. Suggérer qu'une vraie famille aiderait à transformer leur mauvaise planification en mon urgence. Rincer. Répéter. Je les ai bloqués tous les 2 pendant une semaine juste pour avoir la paix. Quand je les ai débloqués, ils avaient apparemment compris le message. Du moins, c'est ce que je pensais. Les SMS ont cessé. Les voyages de culpabilisation ont cessé. J'ai supposé qu'ils avaient trouvé une solution de garde d'enfants alternative ou annulé leur voyage. J'aurais dû m'en douter. 3 semaines avant mes vacances prévues, j'ai envoyé un rappel par message groupé familial. Juste pour confirmer que je suis complètement en congé du 15 au 22 mars, finissant les projets tôt et prenant ma première vraie pause en 18 mois. Le téléphone sera en silencieux, sauf pour les urgences. Hâte de ne rien faire du tout. Communication claire, limites explicites, avertissement préalable, tout ce qu'il faut faire. Tyler a répondu avec un emoji pouce levé. Vanessa a renvoyé un amuse-toi bien. Maman a répondu en parlant de planifier un déjeuner à mon retour. Tout semblait normal et raisonnable. La semaine avant mes vacances est arrivée avec un timing parfait. J'ai terminé 2 projets majeurs, facturé les clients, mis en place des réponses automatiques, nettoyé mon calendrier. J'avais tout un plan pour dormir jusqu'à midi, lire les livres que j'avais accumulés pendant des mois, cuisiner des repas élaborés, bref, hiberner comme un ours avec une bonne connexion Wi-Fi. 3 jours avant le début des vacances, le lundi d'avant, Tyler a appelé. J'ai failli ne pas répondre parce que j'étais au milieu des dernières révisions clients, mais le moment semblait délibéré. Et, a-t-il commencé, beaucoup trop désinvolte. Alors, Vanessa et moi avons réglé les choses. Nous avons décidé de faire ce voyage dont nous avions parlé. Nous pensons partir jeudi,
revenir le dimanche suivant. Les enfants peuvent rester avec toi, n'est-ce pas? Puisque tu es libre de toute façon. Mon cerveau a fait une pause étrange où je n'arrivais pas à traiter ce que je venais d'entendre, comme s'il avait parlé dans une autre langue ou dit quelque chose de si absurde que mes centres de compréhension s'étaient éteints. Non, ai-je dit lorsque ma fonction vocale a redémarré. Quoi? Je ne fais pas de babysitting. J'ai des plans. Des plans? Nat, allez. Tu viens de dire à tout le monde que tu restais à la maison pour ne rien faire. Ce n'est pas comme si tu allais quelque part. C'est ça, le problème avec les gens comme Tyler. Ils entendent vos plans, même les plans explicitement déclarés, et les dégradent immédiatement au statut de rien s'ils interfèrent avec leur commodité. Rester à la maison pour des vacances signifie que rien d'important ne se passe. Travailler à domicile signifie que vous êtes disponible à tout moment. Être célibataire signifie que votre temps a automatiquement moins de valeur que le leur. Peu importe mes plans, ai-je répondu, m'efforçant de garder ma voix égale. La réponse est non. J'ai envoyé ce rappel il y a 3 semaines précisément pour que tout le monde sache que j'étais indisponible. Tu es ridicule. Ce sont tes nièces et neveux. Ne veux-tu pas passer du temps avec eux? Vouloir et être disponible sont des choses très différentes. Ce sont mes vacances, mon temps libre. Un temps que je prends spécifiquement pour ne pas être responsable de qui que ce soit d'autre. La conversation a dégénéré de manière prévisible. J'étais égoïste. Est-ce que je me souciais de leur mariage? Est-ce que je ne voulais pas passer du temps avec ma nièce et mon neveu? Quand allais-je cesser d'être si égocentrique et commencer à agir comme une famille? Je l'ai laissé terminer sa crise de colère, comptant jusqu'à 10 mentalement avant de répondre, « Tyler, j'ai fait du babysitting pour toi environ 60 fois au cours des 2 dernières années. J'ai annulé des plans, réorganisé mon travail, sacrifié des week-ends. Je ne suis pas égoïste. Je suis indisponible. Ce sont des choses différentes. C'est différent. C'est important. Mes vacances sont importantes pour moi. Ce n'est qu'une semaine, Nathalie. Une semaine pour aider ton frère à sauver son mariage. Voici la formule de manipulation que Tyler utilisait toujours, transformer sa mauvaise planification en mon échec moral. Positionner chaque demande comme une crise que je seul pouvais résoudre. Présenter tout refus comme un choix de ma part d'être égoïste plutôt que d'aimer ma famille. Cela avait fonctionné des dizaines de fois auparavant parce que je n'avais pas reconnu le schéma. La réponse est non, ai-je répété. Trouve une autre garde d'enfant. Tu as 3 jours. Bien, bien. Ne nous aide pas. On verra si quelqu'un t'aide quand tu auras besoin de quelque chose un jour. Il a raccroché. C'était lundi. Mardi après-midi, la campagne de culpabilisation a commencé à s'intensifier, atteignant le territoire de la manipulation avancée. SMS de Vanessa, je n'arrive pas à croire que tu laisserais notre mariage s'effondrer pour une semaine. Nous avons déjà payé la croisière. Non remboursable. Tyler m'avait dit que tu avais accepté d'aider. SMS de maman, ton frère souffre vraiment en ce moment. Leur mariage est en difficulté et ils ont besoin de ce temps ensemble. Ne peux-tu pas être flexible? SMS de papa, déçu de ton attitude dernièrement. La famille se sacrifie les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons. SMS de Tyler, de longs paragraphes sur la façon dont il avait toujours été là pour moi, citation nécessaire. Sur la façon dont certaines personnes privilégient leurs proches tandis que d'autres ne se soucient que d'elles-mêmes. Sur la façon dont, quand j'aurai des enfants, je comprendrai la vraie responsabilité. Le groupe de discussion est devenu moche. Tyler a posté un long message sur la façon dont le mariage demande du travail, comment les couples ont besoin du soutien de la famille, et à quel point il était triste que certaines personnes accordent plus de valeur à leur temps seul qu'à aider des proches dans le besoin. Il ne m'a jamais nommé directement, mais tout le monde savait qui était la cible. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ni aux SMS, ni aux appels, ni aux messages passifs-agressifs du groupe de discussion. Répondre n'aurait fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Certaines personnes confondent le silence avec la faiblesse ou la culpabilité. Elles pensent que s'ils poussent suffisamment fort avec les bons boutons émotionnels, vous finirez par céder. Tyler était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur les suppositions. Mercredi s'est déroulé calmement. Trop calmement. Les SMS ont cessé. Les appels ont cessé. J'ai supposé qu'ils avaient soit trouvé une solution de garde d'enfants alternative, soit annulé leur voyage.
C'était logique. 3 jours n'étaient pas beaucoup de temps pour organiser des plans de secours. Jeudi matin, premier jour officiel de mes vacances glorieuses, je me suis réveillé naturellement vers 9 heures. Pas de réveil, pas d'obligations immédiates, pas de courriels clients urgents. J'ai préparé un petit déjeuner élaboré avec le temps de l'apprécier. J'ai installé mon coin lecture avec une pile de livres que j'avais collectionnés. J'ai allumé des bougies. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger », sauf pour la liste des favoris. C'était ça. C'était la paix pour laquelle j'avais travaillé pendant 18 mois d'affilée. 7 jours sans rien faire de productif et sans aucune culpabilité à ce sujet. Ce que je ne savais pas, c'est que quelque part à travers la ville, ce même jeudi matin, Tyler avait atteint son point de rupture avec le concept de « non ». Il avait décidé que si je n'allais pas aider de mon plein gré, il allait simplement forcer la situation par la seule force de sa volonté et sa créativité. Son plan était simple, de cette manière spéciale où les mauvais plans semblent toujours simples à leur créateur. Il mettrait les enfants dans un taxi, les enverrait à mon adresse, et au moment où ils arriveraient, je serais obligé de les prendre. On ne peut pas renvoyer des enfants qui se tiennent à votre porte. Mission accomplie. Résistance vaincue. Tyler gagne encore. Il a appelé un taxi vers 9 heures du matin ce jeudi. Il a mis Lily, 7 ans, et Owen, 5 ans, sur la banquette arrière avec un petit sac de voyage contenant un minimum de vêtements, quelques collations et leurs animaux en peluche préférés. Il a donné au chauffeur mon adresse ou ce qu'il pensait être mon adresse et des instructions explicites pour les emmener à l'appartement 3B. Il a payé le chauffeur en supplément pour s'assurer que les enfants arrivent en toute sécurité à ma porte. Pas de notes, pas de SMS, pas d'appel téléphonique pour moi. Il les a simplement expédiés comme des colis Amazon, et a supposé qu'ils arriveraient, seraient acceptés, et que tout le monde passerait à autre chose. Dans l'esprit de Tyler, c'était une résolution de problème intelligente. Forcer la situation, éliminer mon choix, affirmer que son besoin était plus important que mes limites. Mais c'est là que le plan machiavélique de Tyler a rencontré son premier accroc catastrophique. Il a confondu mon adresse. J'habite au 1847 Maple Street, appartement 3B. Il a dit au chauffeur, 1487 Maple Street, une inversion de chiffres, une rue complètement différente dans un quartier complètement différent, à environ 6 km de là. Le chauffeur de taxi, soit par sa propre erreur, soit par les instructions peu claires de Tyler, soit par malchance, a entré ces informations dans son GPS. Il n'a jamais remis en question, n'a jamais appelé pour confirmer, n'a jamais pensé à vérifier qu'il déposait de jeunes enfants au bon endroit. Il a juste suivi le GPS jusqu'au 1487 Maple Street et s'est arrêté au trottoir. Il y avait une petite maison là-bas avec une cour soignée et une femme en train de jardiner à l'extérieur. Le chauffeur a supposé que ce devait être le bon endroit. La maison correspondait à la description du quartier que Tyler avait probablement donné. Il a fait descendre les enfants, les a conduits jusqu'au trottoir, s'est assuré qu'ils avaient leur sac, puis est parti pour sa course suivante. Il les a laissés là, sur un trottoir aléatoire devant la maison d'une inconnue. La femme qui jardinait s'appelait Hélène. Institutrice à la retraite, elle vivait seule dans la maison qu'elle possédait depuis 40 ans. Elle a levé les yeux de ses roses pour trouver 2 petits enfants debout sur son trottoir, l'air confus et effrayé. Un petit sac entre eux. Sa première pensée fut qu'il s'agissait des petits enfants de voisins se trompant de maison par erreur. Cela arrive parfois dans le lotissement. Les enfants se trompaient d'adresse. Le GPS envoyait les gens à des numéros similaires. Elle a supposé que leurs parents ou tuteurs étaient proches et réaliseraient l'erreur d'une minute à l'autre, mais personne n'est venu. Lily et Owen se tenaient là, incertains. Lily, étant l'aînée responsable à 7 ans, n'arrêtait pas de dire qu'ils étaient censés aller chez tante Nathalie, mais ne connaissait pas l'adresse exacte, ni mon nom de famille, ni mon numéro de téléphone. Owen serrait juste son dinosaure en peluche et semblait prêt à pleurer. Hélène a fait ce que font les gens gentils lorsque des enfants confus apparaissent. Elle s'est approchée lentement, a parlé doucement, a demandé s'ils étaient perdus. Les 2 enfants ont hoché la tête. Elle a demandé s'ils connaissaient le numéro de téléphone de leurs parents. Lily a énoncé un numéro qui s'est avéré être la ligne de bureau de Tyler, déconnectée parce qu'il avait changé d'emploi 6 mois auparavant. Hélène les a fait entrer, leur a donné des boîtes de jus et des biscuits, a allumé des dessins animés, a appelé le numéro que Lily avait donné, mais a obtenu le message de déconnexion automatique. Elle a essayé de chercher Nathalie dans l'annuaire local, mais il y en avait des centaines.
Les enfants ne se souvenaient pas de mon nom de famille. Ils disaient juste « Tata ». Elle s'est dit que quelqu'un viendrait les chercher bientôt. Les parents réaliseraient que les enfants n'étaient pas arrivés, retraceraient leurs pas, les retrouveraient. Cela arrivait tout le temps avec les livraisons confuses et les adresses mélangées. Alors, elle a attendu et attendu. Le soir est tombé. Pas de parents, pas de tuteurs affolés, pas de police frappant. Juste 2 enfants de plus en plus effrayés qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Hélène leur a préparé le dîner, a aménagé sa chambre d'amis, les a assurés que leur famille les cherchait probablement et les retrouverait bientôt. Vendredi s'est déroulé de la même manière. Hélène s'attendait toujours à ce que quelqu'un se présente, appelle la police, quelque chose. Elle n'a pas appelé les autorités elle-même parce que les enfants semblaient pris en charge, propres, en bonne santé, non maltraités, juste perdus. Elle n'arrêtait pas de penser que d'une minute à l'autre, leur famille les retrouverait. Samedi est passé. 3 jours complets, 72 heures pendant lesquelles 2 enfants étaient assis dans la maison d'une inconnue tandis que leur père croyait sans doute qu'ils étaient dans mon appartement, et je n'avais absolument aucune idée de leur existence dans ma bulle de vacances. Hélène commençait à s'inquiéter sérieusement le samedi soir. Ce n'était plus une simple confusion. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle prévoyait d'appeler la police dès le dimanche matin si personne ne se présentait. Pendant ce temps, de retour à mon appartement, je vivais ma meilleure vie, complètement inconsciente de tout cela. Jeudi, j'avais lu 3 livres. Vendredi, j'avais cuisiné des repas élaborés et regardé des films. Samedi, j'avais fait un grand nettoyage de mon appartement juste parce que j'avais enfin le temps. Le téléphone est resté en silencieux. La vie était paisible. Tout semblait parfait. Tyler et Vanessa étaient apparemment en voyage de couple, profitant sans doute de leurs vacances tout en croyant que je gérais leurs responsabilités parentales. La croisière est partie jeudi après-midi, le jour même où il avait expédié les enfants par taxi. Ils trinquaient probablement à leur manipulation réussie au bar du navire, convaincus que tout s'était arrangé. Samedi soir vers 19 h, malgré ma résistance initiale, mon téléphone a sonné. Le nom de Tyler. J'avais évité ces appels toute la semaine, pensant qu'il tenterait un dernier voyage de culpabilisation à propos du babysitting. J'ai failli appuyer sur « refuser », mais quelque chose m'a fait répondre. Peut-être la curiosité de savoir quelle excuse il avait inventée pour expliquer pourquoi les enfants n'étaient jamais arrivés. Peut-être juste vouloir avoir la satisfaction de dire non une dernière fois. Hey, a-t-il dit, beaucoup trop joyeux. Ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Je voulais juste te donner de nos nouvelles et te remercier d'avoir finalement pris les enfants. J'apprécie vraiment que tu nous aies aidés malgré le désaccord. Chaque cellule de mon corps est devenue glaciale. La température de mon appartement a chuté d'environ 40 degrés. Le sol semblait instable. Cette phrase n'avait de sens dans aucune configuration de la réalité que j'habitais. Quoi, fut tout ce que je pus articuler. Les enfants? Tu sais, Lily et Owen. Merci de ne pas en avoir fait toute une histoire. Je sais que nous avons eu cette dispute lundi, mais la famille finit par s'entraider. Vanessa et moi avions vraiment besoin de ce temps. Tyler, ai-je dit très lentement et prudemment, comme si je désamorçais une bombe. De quels enfants parles-tu? Silence. Un silence complet de son côté. Puis une respiration. Une respiration confuse. Le son du cerveau de quelqu'un qui essaie de traiter une information qui ne concorde pas, « Mes enfants », a-t-il dit lentement. Lily et Owen. Ce que j'ai envoyé à ton appartement jeudi matin. Le monde a basculé de côté. Je n'ai pas tes enfants. Plus de silence, plus long cette fois, plus lourd. Comment ça, tu ne les as pas? Je veux dire que je ne les ai pas. Ils ne sont pas là. Ils n'ont jamais été ici. Je ne les ai pas vus depuis Thanksgiving. J'ai entendu sa respiration changer. Ce passage de la confusion à la panique montante. Ce n'est pas drôle, Nathalie. Ce n'est pas une blague. Je ne plaisante pas. Je n'ai pas tes enfants. J'ai dit non au babysitting. J'ai été en vacances toute la semaine, seul. Ils ne sont pas là. Le bruit qu'il a fait n'était pas tout à fait un cri, mais proche. Je les ai mis dans un taxi jeudi matin. J'ai donné votre adresse au chauffeur. Ils auraient dû être là à 10 h du matin. Ma vision a commencé à se rétrécir.
Cet effet tunnel étrange lorsque votre corps réalise que quelque chose de terrible s'est produit. Ils ne sont jamais arrivés. C'est impossible. J'ai payé le chauffeur. Je lui ai donné des instructions explicites. Il a confirmé l'adresse. Ça ne peut pas arriver. Tyler, écoute-moi très attentivement. Je n'ai pas tes enfants. Si tu les as envoyés jeudi matin, ils sont portés disparus depuis 3 jours. C'est là qu'il a commencé à crier, panique totale. Zéro cohérence. Les mots se bousculant sur la façon dont cela ne pouvait pas arriver. Comment c'était ma faute de ne pas avoir répondu à ces appels, comment j'aurais dû les attendre. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à agir. J'ai attrapé mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, j'ai tiré tous les contacts que j'avais cultivés au fil des années de travail indépendant. Il ne s'agissait plus de Tyler. Il s'agissait de 2 enfants qui étaient portés disparus depuis 72 heures parce que leur père pensait qu'expédier des enfants par taxi était une parentalité acceptable. J'ai commencé par l'évidence. J'ai appelé le 17. J'ai signalé 2 enfants disparus. J'ai donné leur nom, âge, dernière localisation connue, la maison de Tyler, dernière destination connue, mon adresse, selon lui, et la chronologie estimée. Le répartiteur a tout noté, a dit qu'ils enverraient des officiers aux 2 endroits. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai sorti mes contacts et j'ai commencé à téléphoner. Un vieil ami d'université qui est devenu policier. Je l'ai appelé directement. Une femme que j'avais interviewée une fois pour un article sur la santé et qui avait mentionné que son mari travaillait à la répartition. Je l'ai appelé. Un gars de ma salle de sport dont le frère faisait partie de l'équipe de recherche et sauvetage. Je l'ai appelé aussi. C'est là que des années d'amabilité, de professionnalisme et d'aide sincère ont porté leurs fruits. Je n'étais pas juste une personne au hasard signalant la disparition d'une personne. J'étais quelqu'un dont les gens se souvenaient, quelqu'un qui les avait aidés avec des projets ou des articles ou des connexions. Ils m'ont écouté quand j'ai appelé. En 1 heure, j'avais 3 policiers qui travaillaient personnellement sur l'affaire. En 2 heures, ils avaient extrait les images des caméras de circulation de jeudi matin, trouvé le taxi qui avait récupéré 2 enfants à l'adresse de Tyler, l'avait suivi à travers diverses intersections. La plaque d'immatriculation les a menés à la compagnie de taxi. Le chauffeur s'est souvenu de la course. Il a dit qu'il avait déposé les enfants au 1487 Maple Street, comme on le lui avait dit. Sauf que Tyler lui avait donné le 1847 Maple Street. Un chiffre transposé. Un quartier complètement différent. À la 3e heure, la police avait localisé la maison. Hélène a répondu à la porte, confuse, tenant Owen sur sa hanche pendant que Lily regardait la télévision en arrière-plan. Les officiers m'ont immédiatement appelé pour me donner des nouvelles. Les enfants allaient bien. Effrayés, confus, mais physiquement bien. Hélène avait bien pris soin d'eux, les avait bien nourris, les avait gardés en sécurité. Elle pensait sincèrement que la famille se présenterait. Il ne lui était jamais venu à l'esprit d'appeler les autorités parce que les enfants semblaient pris en charge, juste perdus. J'y ai conduit immédiatement. Voir Lily et Owen dans cette maison étrange, l'air petit et terrifié, a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Ils m'ont vu et se sont tous les 2 mis à pleurer, courant vers moi, parlant l'un sur l'autre pour raconter comment ils s'étaient perdus et avaient eu peur et ne savaient pas où tante Nat était allée. Je vous tiens maintenant, leur ai-je dit. Vous êtes en sécurité. Rentrons à la maison. La police voulait des déclarations. Hélène était désolée. Elle avait eu de bonnes intentions, mais aurait évidemment dû appeler plus tôt. Je les remerciais de les avoir gardés en sécurité. Sincèrement. Elle avait fait plus que leur propre père. Tyler était déjà à mon appartement quand je suis rentré avec les enfants. Il avait apparemment conduit directement là-bas après notre appel. Il frappait à ma porte depuis 3 heures. Quand il m'a vu arriver avec Lily et Owen, son visage a fait un drôle de mélange entre le soulagement et la rage. Où était-il, a-t-il exigé, comme si c'était moi qui avais gâché la situation. Mauvaise adresse. Le chauffeur de taxi les a déposés chez une inconnue jeudi matin. Ils y sont restés pendant 3 jours. Son visage est devenu blanc. Mais je lui ai donné ton adresse. Tu lui as donné la mauvaise adresse, et tu n'as jamais fait de suivi. Tu n'as jamais appelé pour confirmer qu'ils étaient arrivés. Tu n'as jamais pris de mes nouvelles. Tu as juste supposé que tout s'était arrangé parce que c'est ce que tu voulais croire. Il a commencé à chercher des excuses.
Il était occupé au travail. Le voyage de Vanessa avait déjà été réservé. Il pensait que j'appellerais s'il y avait un problème. Chacune de ses excuses sonnait faux parce que le calcul de base ne jouait pas en sa faveur. Il avait mis ses enfants dans un taxi et n'avait pas vérifié qu'ils étaient arrivés en toute sécurité. Pendant 3 jours, il a supposé que tout allait bien sans aucune confirmation. Ce n'est pas de la parentalité. C'est espérer très fort que rien ne se passe mal. Tu dois partir, lui ai-je dit. Je garde les enfants ce soir. Demain, nous reparlerons à la police, et tu vas expliquer aux services sociaux pourquoi tu as expédié tes enfants par taxi à quelqu'un qui a explicitement dit non au babysitting. Il a essayé de se disputer, disant que j'exagérais, que des erreurs arrivent. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le rapport que j'avais déjà déposé. 2 enfants abandonnés par le parent. Négligence de la surveillance. Mise en danger d'enfants. Le visage de Tyler a changé. Il a alors réalisé que cela n'allait pas disparaître avec des excuses et des mots doux. C'était documenté, officiel, permanent. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il demandé. « Ruiner ma vie pour une erreur ? C'est toi qui as fait l'erreur. Je m'assure juste qu'elle soit enregistrée. » Il est parti en colère, appelant déjà Vanessa pour raconter n'importe quelle histoire qui le rendrait moins catastrophique. J'ai nourri les enfants, leur ai donné un bain, les ai installés dans ma chambre d'amis avec des couvertures et des oreillers. Ils se sont endormis presque immédiatement. Épuisés par 3 jours de stress. Assise là, à les regarder dormir, j'ai pris une décision. Cela ne se terminerait pas par une réprimande sévère et un drame familial. Tyler avait prouvé qu'il préférait jouer avec la sécurité de ses enfants plutôt que d'accepter le mot « non ». Cela nécessitait des conséquences. Lundi matin, j'ai contacté directement les services de protection de l'enfance, SPE, je leur ai donné la chronologie complète, le refus initial, la réponse de Tyler, l'incident du taxi, les 3 jours s'ensuivis, j'ai fourni les numéros de rapport de police, les déclarations de témoins d'Hélène, tout documenté. Les SPE ne plaisantent pas avec les enfants abandonnés. Ils ont immédiatement ouvert une enquête. Tyler et Vanessa ont été interrogés séparément. La réaction de Vanessa a apparemment été spectaculaire car elle n'avait aucune idée que tout cela s'était produit. Il s'avère que Tyler lui avait dit que les enfants étaient chez ses parents pour la semaine, lui avait envoyé de vieilles photos de visites précédentes, avait mis en scène toute l'histoire. Quand elle avait appelé pour leur parler, il avait affirmé qu'il dormait ou était occupé. Elle l'avait cru parce que pourquoi ne le ferait-elle pas ? Découvrir que ses enfants avaient été perdus pendant 3 jours alors que son mari mentait sur leur localisation. Cela a brisé quelque chose de fondamental. Elle a déménagé en une semaine, a demandé la séparation et a entamé sa propre procédure de garde. Le procès a été brutal. Tyler a essayé de me dépeindre comme vindicative, affirmant que j'avais tout orchestré par vengeance pour avoir été sollicité pour du babysitting. Son avocat a tenté de plaider que l'erreur de taxi était une erreur honnête, et que 3 jours, ce n'était pas si long dans l'ordre des choses. Le juge n'a pas été convaincu. 2 enfants de moins de 8 ans envoyés seuls dans un taxi à une adresse que leur père n'a pas vérifiée, sans suivi pendant 72 heures. Ce n'est pas une erreur. C'est de la négligence criminelle. Tyler a perdu la garde. Retrait d'urgence en attendant l'évaluation. Lily et Owen sont allés temporairement en famille d'accueil pendant que les tribunaux déterminaient si Vanessa ou d'autres membres de la famille étaient aptes. Tyler n'a eu que des visites surveillées, sous réserve de suivre des cours de parentalité et une évaluation psychologique. Sa réputation a explosé plus vite que je ne pouvais le suivre. La famille élargie a appris l'histoire complète. Pas la version de Tyler sur sa méchante sœur, mais la chronologie documentée réelle. Ses beaux-parents l'ont complètement coupé. Les amis communs ont pris leur distance. Son employeur a commencé à avoir des conversations sur son jugement et sa fiabilité. Tyler a perdu son emploi de vendeur car les entreprises pharmaceutiques n'aiment pas les employés accusés de mise en danger d'enfants. Il ne pouvait pas louer d'appartement décent parce que les vérifications d'antécédents le signalaient constamment. Vanessa a obtenu la garde complète après 3 mois. Tyler a obtenu des visites surveillées tous les 2 week-ends, des obligations de pension alimentaire et un casier judiciaire qui le suivrait pour toujours. Environ 6 mois après que tout a implosé, Tyler a recommencé à appeler. Différents numéros, téléphones empruntés, essayant de contourner mes blocages. Des messages vocaux divagants sur la façon dont j'avais détruit sa vie, comment une erreur ne devrait pas tout ruiner, comment la famille devrait pardonner.
Chaque message était plus désespéré que le précédent. Il avait perdu son mariage, ses enfants, son emploi, sa réputation. Tout s'était effondré au ralenti. Et selon lui, c'était entièrement ma faute pour avoir surréagi et impliqué les autorités. J'ai sauvegardé chaque message, non pas comme levier, mais juste comme preuve au cas où il essaierait d'escalader. Mais je n'ai jamais répondu, jamais expliqué, jamais interagi. Parce que voici ce que Tyler n'a jamais compris. Je n'ai pas détruit sa vie. Il a détruit sa vie au moment où il a décidé que sa commodité était plus importante que la sécurité de ses enfants. Au moment où il a choisi de les expédier comme des colis plutôt que d'accepter un simple « non ». Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que les conséquences rattrapent les actions. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste la réalité autorisée à fonctionner correctement. La famille s'est divisée en camps. Certains proches pensaient que j'étais allé trop loin. Que la famille devrait gérer les problèmes en privé. D'autres comprenaient que 2 enfants passant 3 jours dans la maison d'une inconnue dépassaient le territoire des problèmes privés. Mes parents ont d'abord essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous nous asseyions tous pour arranger les choses. J'ai immédiatement mis fin à cela. Il n'y avait rien à arranger. Tyler avait mis en danger ses enfants par une incompétence et une arrogance spectaculaires. Ce n'était pas un désaccord sur lequel faire un compromis. Ma tante a pris le parti de Tyler au début, publiant des commentaires vagues sur les réseaux sociaux sur le pardon et la loyauté familiale. Je lui ai envoyé le rapport de police et la documentation des SPE. Elle a supprimé les messages et n'en a plus jamais parlé. À travers tout cela, j'ai maintenu le contact avec Lily et Owen par les voies appropriées. Je me suis assuré qu'ils savaient que leur tante les aimait toujours, que rien de tout cela n'était de leur faute. Vanessa était en fait reconnaissante. Elle a dit que j'étais la seule personne à avoir agi dans le meilleur intérêt des enfants tout au long du désastre. Nous sommes restés amicales. Elle amène parfois les enfants en visite. Ils vont mieux maintenant, plus stables. Lily ne tressaille plus quand des voitures s'arrêtent. Owen dort toute la nuit. De petits progrès, mais cela compte. Tyler a tenté une dernière tentative de manipulation environ 1 an après que tout se soit déroulé. Il s'est présenté à l'immeuble de mon appartement, n'a pas pu dépasser la sécurité, alors il a attendu dans le hall jusqu'à ce que je passe. Il avait l'air ravagé, avait perdu du poids, ses vêtements flottaient, des cernes sous les yeux. Il a essayé le jeu de la réforme. Il avait appris sa leçon, suivi une thérapie, était devenu une meilleure personne. Est-ce que je voudrais s'il vous plaît parler aux tribunaux en son nom? L'aider à récupérer la garde. Non, ai-je dit, la même réponse que la première fois. Nathalie, allez. J'ai tout perdu. Ne penses-tu pas que j'ai été assez puni? Tu n'as pas du tout été puni. Tu n'as fait qu'expérimenter les conséquences naturelles. Ce sont des choses différentes. Je t'en supplie. Je suis ton frère. Tu as cessé d'être mon frère lorsque tu as mis tes enfants dans un taxi plutôt que de respecter une limite. Le sang ne fait pas la famille. Le comportement, si. Je l'ai laissé là. La sécurité l'a escorté dehors lorsqu'il a essayé de me suivre. Il n'est pas revenu depuis. Le truc avec l'histoire de Tyler, c'est qu'il n'a jamais réellement appris la leçon. Même maintenant, des années plus tard, il dit à quiconque veut l'entendre que sa sœur vindicative a détruit sa vie pour un simple malentendu. Il est la victime dans sa version. Le père incompris qui a fait une seule petite erreur. Mais la chronologie ne ment pas. 3 jours, 72 heures. C'est le temps qu'il a passé sans confirmer que ses enfants étaient en sécurité. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix fait encore et encore à chaque fois qu'il n'a pas décroché le téléphone. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir impliqué les autorités, si j'aurais aimé gérer cela au sein de la famille pour éviter les retombées. La réponse est toujours la même. Absolument pas. Parce que la famille ne consiste pas à couvrir un comportement dangereux. La vraie famille protège les vulnérables, tient les gens responsables et privilégie la sécurité avant la commodité. Tyler voulait que je donne la priorité à sa commodité sur la sécurité de ses enfants. Ce n'est pas la famille. C'est de la complaisance. J'ai construit une bonne vie au cours des années qui ont suivi. Ma carrière est meilleure que jamais. Mes limites sont solides. Mes relations sont plus saines. Lily et Owen s'épanouissent avec leur mère. Tyler est coincé dans un studio, travaille dans le commerce de détail et blâme tout le monde sauf lui-même. Certains qualifieraient cela de dur.
Je l'appelle approprié. Il a joué avec la vie de ses enfants parce que dire « je suis désolé, je ne peux pas les garder » était apparemment trop difficile à gérer pour lui. Ses enfants ont passé 3 nuits dans la maison d'une inconnue parce que leur père était trop fier et trop têtu pour accepter un simple « non ». Ce n'est pas une erreur dont on se remet facilement. Ce n'est pas quelque chose que l'on atténue avec le temps et des excuses. C'est un échec fondamental qui révèle qui est vraiment quelqu'un lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et la partie la plus satisfaisante, je n'ai rien eu à faire de dramatique. Je n'ai pas eu à comploter de vengeance ni à saboter quoi que ce soit. J'ai juste dit la vérité, tout documenté, et laissé le système fonctionner comme il est censé le faire. Tyler s'est détruit lui-même. J'ai juste refusé d'aider à nettoyer le gâchis. Aux dernières nouvelles, il essaie de renouer avec Lily et Owen maintenant qu'ils sont plus âgés. Ils ne sont pas intéressés. Lily a 14 ans maintenant. Owen 12. Assez vieux pour comprendre ce que leur père a fait. Assez vieux pour choisir. Ils ont choisi de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui les a abandonnés dans un taxi. Je ne peux pas leur en vouloir. Certaines leçons restent à jamais. Et parfois, la vengeance la plus silencieuse est de laisser quelqu'un vivre avec les conséquences de ses propres actions pendant que vous avancez et construisez quelque chose de meilleur. Les enfants vont très bien, d'ailleurs. Lily veut être avocate. Elle dit qu'elle veut aider les enfants comme elle. Owen s'intéresse aux ordinateurs, construisant ses propres systèmes à 12 ans. Ils sont intelligents, résilients et entourés de gens qui privilégient réellement leur sécurité. Tyler continue de chercher des excuses, attendant que tout le monde lui pardonne quelque chose pour lequel il ne s'est jamais vraiment excusé. Il croit toujours que s'il trouve les bons mots ou attend assez longtemps, tout le monde oubliera ce qu'il a fait. Mais certaines choses ne s'estompent pas. Certains moments définissent les gens de manière permanente. Et le moment où Tyler a choisi ses vacances au détriment de la sécurité de ses enfants, puis a persisté en les expédiant par taxi plutôt que d'accepter un « non », cela l'a défini pour toujours. Moi, je ne suis que la tante qui a dit non et qui l'a pensé. Qui a aimé ses enfants assez pour donner la priorité à leur sécurité sur la paix familiale. Qui a refusé de prétendre que la négligence criminelle n'était qu'un malentendu. Et honnêtement, je n'ai jamais aussi bien dormi. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires meilleures. Merci.